Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro. Il a passé sa première nuit libre après 360 jours de captivité. Boualem Sansal est libre, c'est une joie. On y revient largement dans cette émission avec l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt, qui est l'un des derniers à l'avoir vu libre en France, même le dernier en France. Et on y revient également avec l'écrivain Pascal Bruckner. On demandera aussi son point de vue au juge Marc Trévidic. On reviendra ensemble sur les 10 ans des attentats du 13 novembre dans ce nouveau numéro de Point de vue. Voilà, bonjour Xavier Driancourt. Bonjour. Vous étiez donc le dernier à avoir vu libre en France Boualem Sansal. Est-ce que vous avez pu avoir des nouvelles depuis sa libération ? Non, j'ai été en contact avec mon collègue ambassadeur à Berlin qui allait le voir ce matin à l'hôpital. Mais c'est tout ce que je sais. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une prise en charge médicale. Par l'Allemagne, il doit être à l'hôpital de la Charité, j'imagine, qui est le grand hôpital de Berlin. Qui a accueilli en son temps d'autres célèbres réfugiés. Réfugiés, je pense, Alexei Navalny. Tout notamment. à fait. À quoi attribuez-vous sa libération ? D'une certaine façon, je dirais que c'est la victoire de la diplomatie allemande. Il faut bien voir que l'Allemagne a réussi à obtenir, en l'espace d'une semaine, ce que nous n'avons pas réussi durant l'année. Alors certes, il y a eu, j'imagine, beaucoup de contacts, de tractations, de relations entre la France et l'Allemagne, des émissaires, des demandes. Donc la diplomatie française a joué un rôle aussi dans cette affaire. Mais je pense que la fermeté subtile de l'Allemagne a payé et que l'Algérie n'a aucun contentieux avec l'Allemagne. Il n'y a pas de passé colonial allemand. L'Allemagne n'a pas soutenu la position marocaine sur le Sahara occidental. Les relations politiques et économiques sont au beau fixe. Tebboune s'est fait soigner en Allemagne. Donc, d'un certain point de vue, l'Allemagne était le partenaire idéal. Alors, j'ai deux questions, parce que ça, c'est ce qu'on entend depuis depuis 24 heures, même moins, puisqu'on a appris la libération de Boualem Sansal hier en début d'après-midi. Sur ce point-là, donc, effectivement, le rôle déterminant de l'Allemagne. Mais ça fait 1 an que Boualem Sansal est détenu. Ça fait 1 an qu'on dit qu'il faut qu'il y ait que ça doit venir des autres pays européens, parce que les relations avec la France est mauvaise. Alors, pardon, ça peut paraître un peu ingrat ma question, mais pourquoi l'Allemagne, dans ce cas-là, qui connaît bien la France, qui connaît bien ses relations avec l'Algérie, a mis 1 an pour intervenir ? Oui, il y avait, j'imagine, d'autres considérations du côté allemand, politique, économique. L'Allemagne devait penser aussi que la France réussirait finalement à traiter le dossier Boualem Sansal. L'Italie l'a pensé également. Le ministre italien des Affaires étrangères a été reçu par le président Tebboune au mois de mars, je crois, et puis Tebboune l'a envoyé dans ses buts. Donc l'Allemagne n'avait pas vraiment été sollicitée. Je pense que là, encore une fois, il y a eu des relations ou des tractations entre Paris et Berlin. Certains mettent en cause le silence de Bruxelles également dans cette affaire. Oui, c'est exact. Parce qu'il y a eu des accords quand même, des négociations qui sont menées entre l'Union européenne et l'Algérie. Les discussions et les négociations ont continué tout au long de cette captivité. C'est exact. Sans que, apparemment, le sort de Boualem Sansal n'ait ému les hauts fonctionnaires de Bruxelles. Je vais vous donner mon point de vue qui est strictement personnel, mais il part de mon expérience en Algérie et de ce que j'ai pu remarquer. L'Union européenne ne s'intéresse, et surtout aujourd'hui, depuis 2022, exclusivement qu'à ce qui se passe à sa frontière Est.
et la haute représentante pour la politique étrangère de l'Union européenne, Madame Kallas, est l'ancienne Premier ministre estonienne. Surtout que l'Union européenne, François-Xavier Bellamy avait dit qu'elle n'avait pas répondu à la lettre qui lui avait été adressée. Et elle avait dit qu'elle ne connaissait pas le cas, alors qu'il y avait une lettre qui avait été adressée et que le cas lui était connu. Et l'Union européenne ne s'intéresse pas à ce qui se passe au sud de la Méditerranée. Et ça, je l'ai vu lorsque j'étais à Alger. Il n'y a que la France, l'Espagne et l'Italie qui connaissent et qui s'intéressent à ce qui se passe au Maghreb. Xavier Driancourt, on ne va pas se mentir, on peut mettre en cause, avec ingratitude comme je viens de le faire, Berlin, on peut mettre en cause Bruxelles, c'est pas volé, on le voit bien dans cette affaire, mais il ne faut pas se cacher. La question, c'est le rôle de la diplomatie française dans la gestion de ce dossier. Depuis que Bruno Retailleau a quitté ses fonctions et que Laurent Nunez lui a succédé, le nouveau ministre de l'Intérieur le répète, il ne faut pas braquer les Algériens, il ne faut pas avoir de bras de fer avec l'Algérie, et l'Élysée l'a répété ces dernières heures. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé très clairement, en tentant dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Le bras de fer ne fonctionne pas, c'est clair, parce que vous savez, les États, de manière générale, sont souverains, et il est entre les États, comme dans la vie, douteux que l'on obtienne les meilleurs résultats en se fâchant avec les gens que l'on sollicite. Avec l'Algérie, il faut du respect, du calme et de l'exigence. J'ai compris j'ai compris le message que c'était la mise en cause du discours tenu par Bruno Retailleau et du discours que vous avez tenu ici même. Oui, plusieurs fois. Oui, je suis un petit peu... Vous le regrettez pas ? Pardon ? Vous le regrettez pas ? Ce que j'ai dit ? Oui. Non, mais je l'ai dit de manière constante et je continue aujourd'hui. Je suis choqué par ce discours officiel, ce narratif officiel, et choqué par deux choses. La première chose, c'est effectivement de dire, voyez, depuis que Bruno Retailleau est parti, tout va pour le mieux. C'est un peu haro sur le baudet. Et il faut bien voir que la politique mise en œuvre par Bruno Retailleau, elle n'a pas fonctionné parce qu'on ne l'a pas mise en œuvre, parce que le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, avait été empêché par le Quai d'Orsay et par l'Élysée. Et il faut se souvenir que le 15 août dernier, le président de la République avait lui-même écrit au Premier ministre, François Bayrou, pour dire « Je voudrais un peu plus de fermeté dans ce dossier avec l'Algérie ». Donc Bruno Retailleau a été empêché de mettre en œuvre cette politique. Et là, je suis d'accord avec la phrase que vous venez de citer du ministre Laurent Nunez. La fermeté ne marche pas, mais j'ajoute, elle ne marche pas parce qu'on ne l'a pas essayé, parce qu'on ne l'a pas mise en œuvre. On délivre autant de visas, on délivre encore davantage de visas aux étudiants algériens. L'ambassade de France à Alger s'en est vantée dans un tweet récent, et on n'a rien fait vis-à-vis des personnalités algériennes qui sont en France et qui se la coulent douce à Paris. Est-ce qu'on peut espérer une libération prochaine de Christophe Glaise ? C'est la deuxième étape. Boualem Sansal a été libéré. Christophe Glaise, il y a son procès en appel le 3 décembre, donc dans quelques semaines. On verra à ce moment-là la décision du juge. Je pense qu'il y aura confirmation de sa condamnation et qu'il y aura peut-être après une négociation et une grâce présidentielle. Est-ce que, de votre point de vue, la démarche de l'Allemagne a suffi? Est-ce que, si vous me passez l'expression, il n'y a pas d'autres éléments dans la météo géopolitique qui expliquent l'acceptation, la décision des Algériens de libérer Boualem Sansal? Encore une fois, l'Allemagne a très bonne relation avec l'Algérie. Donc, il n'y a aucun contentieux entre deux, des relations politiques, des relations économiques. Il faut se souvenir aussi, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, que l'Algérie est quand même très isolée, était très isolée et est toujours très isolée. Elle est brouillée avec le Maroc, elle est brouillée avec la France, ou elle était brouillée avec la France, elle est brouillée avec ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Et la semaine dernière, elle a subi deux échecs. D'une part, jeudi dernier,
le vote à l'Assemblée nationale française de la résolution sur l'accord de 1968, qui a été voté, même à une voix de majorité, et le vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU, le vote de la résolution avec l'abstention de la Russie et de la Chine, qui sont les alliés de l'Algérie, vote de la résolution sur le Sahara marocain. Pourquoi la Chine et la Russie, selon vous, n'ont pas volé au secours de l'Algérie dans cette affaire? Parce que c'est de la réelle politique de la part de ces pays-là qui ont intérêt à négocier. Leur partenaire principal, c'est quand même les États-Unis de Donald Trump, et l'Algérie ne compte pas. Alors que l'Algérie est membre en ce moment du Conseil de sécurité jusqu'en janvier prochain. L'ambassadeur algérien à l'ONU, ancien ambassadeur à Paris, a quitté la salle au moment du vote. Est-ce que l'Algérie, aujourd'hui, a besoin de la France ? L'Algérie a davantage besoin de la France que la France de l'Algérie. C'est exact. Pourquoi ? Parce qu'elle a une émigration algérienne importante en France, parce que le pays... Parce que quand on entend les diplomates, quand on entend Laurent Nunez, on a l'impression qu'on est vraiment à la merci de la bonne volonté de la coopération sécuritaire. Non, ça fait partie du narratif officiel. Il y a effectivement des points sur lesquels nous dépendons de l'Algérie, la fameuse question des OQTF et des laissez-passer consulaires, mais globalement, c'est l'Algérie qui a besoin de nous. Parce que sur le plan économique, sur le plan intellectuel, sur le plan informatique, elle a besoin de la technologie française et des relations avec la France. Elle a une émigration algérienne importante en France. Elle a besoin de visas parce que le pays va mal et parce que les visas sont une source de calme pour la population algérienne. Donc, évidemment, mais comme elle voit que nous n'avons pas réagi pendant un an, parce que, encore une fois, la politique de fermeté n'a pas fonctionné parce que nous ne l'avons pas mise en œuvre, comme l'Algérie voit que nous n'avons pas réagi, elle continue. Qu'avez-vous envie de dire à Boualem Sansal quand vous le reverrez ? Que je suis vraiment heureux pour lui de le savoir libre aujourd'hui. Triste de savoir pour lui qu'il ne pourra jamais sans doute retourner dans son pays, parce que c'est quand même un déchirement pour quelqu'un, pour un homme, de quitter son pays, sa famille, sa région, sa maison. Mais heureux de savoir qu'il pourra, comme Kamel Daoud, écrire, publier en France, en Europe, en Allemagne, et être à l'abri de ces geôliers algériens. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir de sa captivité ? Comment il l'a vécu? Ça a dû être terrible de passer un an, depuis le 16 novembre dernier, un an jusqu'au 13 novembre aujourd'hui, donc un an exactement, à la prison de Koléa. Ça a dû être très dur, psychologiquement. D'autant qu'il était dans cette prison avec tout ce qui était l'entourage de Bouteflika, l'ancien Premier ministre Sellal ou Yahya, d'autres secrétaires généraux du FLN qui étaient également dans la même prison. Il a dû se retrouver dans un environnement qu'il critiquait avant, mais avec lequel il a dû vivre pendant une année. Bon, on oublie quand même que Boualem Sansal lui-même a été quand même un haut fonctionnaire algérien. Oui. Il les connaît depuis longtemps. Il le connaît depuis longtemps, ce régime. Il avait démissionné en 2000, je crois, ou 1999. Donc, il connaissait parfaitement l'environnement algérien, l'environnement bureaucratique algérien. Est-ce que vous pensez que son sort peut avoir un impact sur l'opinion algérienne ? Non, parce que l'opinion algérienne ne connaît pas Boualem Sansal, pas plus qu'elle ne connaît Kamel Daoud, qui écrivent et publie en France. Et je ne sais pas si vous avez noté, comme un signal ou un message à l'opinion algérienne, le communiqué officiel de la présidence algérienne, hier signé par le président Tebboune, disait « Il va de soi que les frais de transport et d'hébergement seront à la charge de l'Allemagne. » C'était pour dire à l'opinion, c'est pas nous qui paierons le traitement médical de Boualem Sansal. Mais est-ce que, à l'inverse, la libération de Boualem Sansal peut provoquer une colère dans l'opinion algérienne ? Non.
Non, je pense pas. On va s'attacher à minimiser les choses. De même que la semaine dernière, le vote à l'ONU a été expliqué, commenté par les journaux et le pouvoir algérien de manière à minimiser complètement cette défaite en race campagne. Donc là, ils vont faire la même chose. On va continuer à célébrer, à féliciter l'humanité, la mansuétude du président algérien qui a su faire preuve de générosité, de hauteur de vue. Il faut arrêter ce discours quand même. Vous avez été choqué par les propos justement d'Emmanuel Macron dans son communiqué? Je trouve que il faut que la France ait des relations avec l'Algérie, et des relations équilibrées, des relations d'égal à égal, mais il faut arrêter, encore une fois, de féliciter, de remercier, de choyer le président algérien, quoi. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un régime extrêmement dur, un régime dictatorial qui impose sa loi au peuple algérien. Vous avez peut-être noté la phrase de Kamel Daoud, je crois, publiée dans le Figaro, dans son interview d'hier. Boualem Sansal est libéré, mais maintenant il faut libérer le peuple algérien. C'est ça aussi la réalité. Deux peut-être questions encore sur ce point-là. D'abord sur le plan diplomatique et après sur Boualem Sansal, Xavier Driancourt. Sur le plan diplomatique, donc j'entends bien que votre point de vue, c'est de dire que l'Algérie, aujourd'hui, a plus besoin de la France que la France n'a besoin de l'Algérie. Oui. En quoi la France, néanmoins, a besoin de l'Algérie aujourd'hui ? La France a besoin de l'Algérie parce que l'Algérie est à 800 km de Marseille, d'abord. C'est une évidence géographique qu'on ne peut pas nier. Et parce que nous avons... C'est l'étranger proche pour une partie des côtes méditerranéennes françaises. Oui, et la deuxième raison, c'est que nous avons besoin de la coopération algérienne pour l'exécution des OQTF et des laissez-passer consulaires. Et de l'immigration clandestine algérienne. S'il y avait une œuvre de Boualem Sansal, dans l'œuvre de Boualem Sansal, qu'est-ce que vous préférez ? Moi, je n'aime pas beaucoup le village de l'Allemand. J'avais bien aimé rue Darwin. Ce qui est vrai, c'est que, pour revenir sur l'Allemagne, Sansal oui. s'est intéressé beaucoup à ce pays. Oui. Et il a beaucoup voyagé en Allemagne. Il a reçu un grand prix littéraire allemand à la foire de Francfort, la foire du livre. Il était régulièrement célébré, donc il avait des liens très particuliers avec l'Allemagne. Encore une fois, tout ça compte dans le paysage actuel. Et l'œuvre que vous avez préférée chez Boualem Sansal ? Je vous disais rue Darwin. Et puis son dernier livre, Vivre. Et pour commencer Boualem Sansal, quel conseil donneriez-vous à ceux qui s'interroge aujourd'hui pour connaître son œuvre? Je dirais d'abord de lire ce qu'il a publié pour se familiariser, ce qu'il a publié dans ses articles ou ses interviews pour comprendre un peu le point de vue de Boualem Sansal. Parce que on n'a pas tout de suite accès à ce point de vue et à son jugement sur l'Algérie, sur l'islam, sur l'islamisme en lisant ses livres. Il faut vraiment pénétrer dedans. Le premier mot que vous allez lui dire quand vous allez le revoir? Heureux de te revoir, cher Boualem. Merci beaucoup, cher Xavier Driancourt, d'avoir répondu à nos questions avec toujours la franchise qui vous caractérise. Je recommande d'ailleurs vos deux ouvrages sur l'Algérie, L'énigme algérienne et France-Algérie, le double aveuglement. C'est aux éditions de l'Observatoire. Alors, à l'occasion de la libération de Boualem Sansal, justement, on va recevoir Pascal Bruckner, mais on a reçu les dessins de Gilles Haïnouche, qui est également ce dessinateur qui est lui-même assez persécuté par le régime algérien. La phrase de Kamel Daoud. Et effectivement, et justement, puisqu'il nous les a fait en exclusivité pour le Figaro TV, il nous les a d'ailleurs donnés, il les donne aux téléspectateurs et du Figaro TV, mais également avec l'explication de texte. On l'écoute. C'est un immense soulagement d'apprendre la libération de Boualem Sansal. Un grand merci au comité de soutien à Boualem Sansal qui a joué un très très grand rôle depuis une année, et à tous ceux qui ont soutenu Boualem Sansal de près ou de loin. Soutenir Boualem Sansal n'est pas seulement soutenir un homme innocent emprisonné, mais aussi un grand écrivain de dimension internationale, et aussi soutenir la liberté d'expression.
Boualem Sansal a été insulté, diffamé, diabolisé, traité de tous les noms par le régime algérien et ses larbins. Mais ce que Tebboune voulait étouffer, c'est précisément le contraire qui est arrivé. Boualem est entré en prison comme un grand écrivain courageux et l'on est sorti comme un héros, une légende vivante. Le simple appel du président allemand en faveur de la libération en dit long. Il révèle à quel point le régime algérien ne comprend que le langage de la pression internationale. L'Allemagne soigne Tebboune, c'est vrai, espérant qu'un jour que c'est la démocratie algérienne qui serait soignée, car aujourd'hui, elle est gravement malade. Le dessin parle de la situation de la justice en Algérie. C'est une justice aux ordres, transformée en un instrument politique entre les mains des dirigeants. Comme je l'ai déjà dit lors de mon passage dans votre émission en Algérie, on emprisonne sur un coup de fil et on libère sur un coup de fil. C'est pas la justice, c'est une parodie de justice. Un jeu d'enfant dangereux où la vie et la dignité des citoyens servent de jouet pour les dirigeants au sein du pouvoir algérien afin de rester en place. Quelle crédibilité à accorder à une telle justice? Quelle légitimité pour un régime qui emprisonne un écrivain de 80 ans et pour le faire sortir à 81 ans, malade, brisé, et qui ose ensuite parler de libération pour des raisons humanitaires. Le régime algérien ne connaît même pas le sens du mot humanitaire ou humanité. L'arrivée de Boualem Sansal directement à l'hôpital en Allemagne rappelle tragiquement celle d'Alexei Navalny, le dissident russe, également transféré d'urgence vers un hôpital allemand. Cette comparaison n'est pas exagérée quand un pouvoir redoute les mots d'un écrivain, c'est que la vérité a déjà commencé à le vaincre. Bonjour Pascal Bruckner. Bonjour. Vous réjouissez-vous, à l'instar des avocats de Boualem Sansal, qui ont salué le fait que l'humanité ait prévalu sur toute autre considération avec la libération de Boualem Sansal? Oui, enfin, l'humanité avec un bras de fer quand même. Si l'Algérie a cédé, c'est parce qu'elle a tout perdu. Dans les négociations sur le Sahara occidental, elle a été désavouée à l'ONU, même par les Russes et les Chinois, qui sont les alliés traditionnels du régime algérien. Et puis je pense que la pression de Donald Trump pour réconcilier le Maroc et l'Algérie passait aussi par la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Et donc, Tebboune s'est retrouvé isolé, l'Algérie est complètement isolée, c'est un régime en plein échec, alors que c'est un pays très riche, avec un peuple cultivé et plein de talents, mais qui est malheureusement bridé par un régime qui n'est jamais sorti de la colonisation. Enfin, en esprit, je veux dire, par là. Et donc, échec pour Tebboune, échec sanglant. Et finalement, c'est nous qui nous apitoyons sur la maladie du président Tebboune, parce que apparemment, Boualem Sansal va plutôt bien. Il a survécu grâce à ce qui est la supériorité de l'esprit. Il a survécu en lisant les grands auteurs, Victor Hugo. D'après Antoine Gallimard, il prépare un livre. Donc la force de l'esprit l'a sauvé des conditions matérielles dégradées. Je n'en dirai pas autant du président algérien et de ceux qui l'entourent. Alors cette fois-ci, c'était la bonne, comme le disait Arnaud Benedetti. Il y a eu des rumeurs de libération, vous faisiez partie du comité de libération, et quand même ces rumeurs, il y en a eu, si on regarde, si on jette un œil sur le rétroviseur, il y en a eu pas mal tout au long de l'année. Oui, il y en a eu beaucoup. La France a choisi d'emblée, et c'est un choix que je respecte, la voie de la diplomatie. C'est-à-dire qu'on n'a pas cru que ce kidnapping d'État, car c'est de cela dont il s'agit, allait durer. Et on a essayé différentes tentatives. Le premier avocat n'a pas pu aller à Alger parce qu'il était juif. Et, François Imray, qui était venu ici d'ailleurs. Voilà, François Imray. Donc pour Alger, c'est rédhibitoire, car ce régime n'aime pas les juifs, voilà. C'est un régime antisémite, pour le dire très, très simplement. Et à chaque fois, de façon assez perverse, on a accusé le comité de soutien d'avoir irrité les Algériens. Ce qui est une fausse accusation, de même qu'aujourd'hui, on fait haro sur Retailleau, ce qui est quand même de très mauvaise foi, je trouve. Mais la diplomatie française n'a jamais voulu reconnaître qu'en réalité, il y avait un non catégorique du côté du pouvoir algérien.
Et ce qui a sauvé Boualem, c'est évidemment Steinmeier, c'est la médiation allemande, le tiers de confiance qui a permis aux Algériens de ne pas perdre la face et à Macron aussi de ne pas perdre la face. Est-ce que vous confirmez d'ailleurs que Emmanuel Macron, le président de la République, vous a demandé, vous, Pascal Bruckner, justement de ne pas monter au créneau pour la libération de Boualem? Alors pas à moi, mais à... Oui, alors il a demandé à moi dans un dîner fin septembre organisé pour la reconnaissance de l'État de Palestine à l'Élysée. Il y avait 30 témoins, donc ils pourront le dire. Il a recommandé le silence. Et moi, je pense que le silence, c'est le silence des tombeaux. Et le 4 novembre, il avait aussi recommandé au Goncourt et à Philippe Claudel de ne pas trop agiter la sonnette Boualem Sansal, là encore pour ne pas entrer en disgrâce auprès du président Tebboune, qui doit être un homme extrêmement irritable, on a l'impression, puisque même le pouvoir français le ménage. Mais malgré tout, Philippe Claudel et les 10 du jury ont décidé de porter un badge pour Boualem Sansal, et nous avons eu raison de le faire. Non, je pense que vous savez, il est absurde d'opposer la diplomatie et la force. Ça ne se passe jamais comme ça. Les deux vont de pair. Un diplomate, c'est celui qui dispose aussi de moyens de pression sur son interlocuteur. Et la France a dans ses prisons 2 Algériens, je crois un agent consulaire et un membre de l'ambassade, qui ont été accusés de barbouzerie qui ont failli liquider un opposant algérien présent sur le territoire français. Et ça, ce sont des arguments que les Algériens comprennent. Et puis, encore une fois, il faut bien voir, c'est l'isolement absolu d'Alger sur la scène internationale fait que le président Tebboune a réfléchi, et le grand vainqueur de cette joute, c'est le Maroc. C'est évidemment le Maroc qui, lui, est moins violemment opposé à la France. Mais enfin, nous n'avons pas la même histoire. Entre la France et l'Algérie, il y a un fossé de sang, pas avec le Maroc. Mais moi, je conseille aux touristes français de ne pas se rendre en Algérie tout de suite. C'est un voyage dont on ne reviendra peut-être qu'au bout d'1 an ou 2, si on a le malheur d'être comme Boualem Sansal ou Christophe Glaise, qui lui n'est toujours pas rentré. Vous avez dit hier, la France n'a rien fait, mais elle a laissé faire l'Allemagne. Pouvait-il en être autrement? Non, alors, est-ce qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire? Non, je ne pense pas. Macron a été très accommodant avec le pouvoir algérien, sauf à un moment, il a dit à la conférence des ambassadeurs, je crois que c'était en janvier de cette année, que l'Algérie se déshonorait, mais ça a été des allers-retours entre l'épreuve de force et les concessions. Quand même, Pascal Bruckner, on notera quand même que la libération survient après le départ du gouvernement de Bruno Retailleau. Oui, bien sûr, mais je pense que les Algériens voulaient marquer un point contre Bruno Retailleau. Et donc, j'attends d'ailleurs que l'ancien ministre de l'Intérieur réagisse lui-même à ces accusations. Mais comme je le disais, on ne doit pas opposer force et diplomatie. Elles marchent toujours de pair. On doit avoir des biscuits pour négocier avec un interlocuteur qui est quand même un interlocuteur coriace. J'ai été assez choqué, je dois dire, qu'Emmanuel Macron remercie le kidnappeur, qui remercie Steinmeier, le président allemand, c'est normal, mais remercie celui qui a pris Boualem Sansal en otage, c'est incompréhensible. Et là, j'y verrai pour ma part un effet du syndrome de Stockholm. Vous allez, je pense, j'imagine, essayer de revoir Boualem Sansal assez vite. Oui, c'est-à-dire qu'on l'a déjà invité officiellement à venir chez Drouot en décembre, quand il sera remis. Mais bien entendu, il y aura sans doute, organisé par les éditions Gallimard, une soirée en son honneur. Mais moi, ce que j'admire chez lui, c'est qu'il n'a pas cédé, il n'a pas courbé les chines, il n'a pas fait des concessions à son adversaire, qui, je le rappelle, n'a qu'un nom, c'est le fanatisme politique, le fanatisme religieux. Et je souris jaune quand je vois les députés de la France Insoumise ou d'Europe Écologie Les Verts nous expliquer qu'ils se réjouissent de la libération de Boualem Sansal, quand j'ai encore dans les oreilles la petite phrase de cette députée, Madame Rousseau, disant que Boualem Sansal n'était pas un ange. Donc quand vous n'êtes pas un ange, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas conforme à l'idéologie du parti, il faut vous mettre en prison. Et on se souvient de toutes les... C'est peut-être pas ce qu'avait dit Sandrine Rousseau. Hein? C'est peut-être pas ce qu'avait dit Sandrine Elle a dit Rousseau. non, Boualem Sansal n'est pas un ange, elle l'a dit. Donc ce qui est dit, enregistré, ne s'efface jamais. Et puis on se souvient de Mathilde Panot, de tous les autres qui ont
ont soutenu Boualem comme la Corse soutient le pendu, rime à Hassan, qui évidemment se réjouissait qu'il soit en prison. Non, tout ça pour une certaine gauche n'est pas très reluisant. Qu'avez-vous envie de dire à Boualem Sansal quand vous allez le voir? Bienvenue en terre de liberté. Et quand on aime l'Algérie et le peuple algérien, parce qu'il ne faut pas confondre le peuple et les dirigeants. On ne confond pas la France avec Macron, on ne confond pas l'Algérie et le FLN. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tant d'Algériens veulent venir en France, parce que ici, ils ont des droits. Ici, ils peuvent être croyants ou non croyants, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, on ne les jette pas en prison. Parce que ce qu'on a envie de dire avec Kamel Daoud et Boualem Sansal, c'est espérons qu'un jour l'Algérie prendra vraiment son indépendance. Parce que là, ce qu'on remarque dans le gouvernement FLN, c'est à quel point l'aliénation à l'ancienne puissance coloniale reste puissante, reste forte. Comment voyez-vous une aliénation à l'ancienne puissance coloniale? C'est que nous sommes encore dans l'hymne national algérien, c'est nous l'ennemi. Or, il me semble, si j'ai bien appris mon livre d'histoire... Vous préféreriez qu'il y ait de l'indifférence plutôt que de la haine? Bien sûr, et je préférerais des relations neutres, un partenariat à égalité. Or, les Algériens n'arrivent pas à nous oublier. Et on a envie de leur dire, mais oubliez-nous, c'est fini le colonialisme. Vous ne pouvez plus prendre prétexte de l'occupation française pour expliquer vos échecs, et surtout pour expliquer ce qu'il y a eu de pire dans l'histoire algérienne récente, la guerre civile, dont on n'a pas le droit de parler. C'était le sujet du très beau livre de Kamel Daoud, Ouri, qu'on a récompensé l'année dernière du prix Goncourt. Et Daoud est honni en Algérie par les médias officiels. Donc, il y a une schizophrénie en Algérie qu'il n'y a pas en France. Quand on nous dit que, par exemple, qu'une partie de la droite ou de l'extrême droite a une nostalgie coloniale, mais c'est une vue de l'esprit. Personne ne regrette l'Algérie française. Personne. Aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qu'on est allé faire dans cette galère, ce que ça nous a coûté moralement, politiquement, économiquement. En revanche, je crois qu'il y a tout un camp décolonial à gauche qui vit dans la nostalgie de ces années-là et qui vit l'anticolonialisme comme un substitut à un marxisme qui est en pleine déliquescence. Et donc, il faut que le colonialisme sorte des esprits d'un certain nombre de Question philosophe que vous êtes, est-ce que le wokisme, de votre point de vue d'ailleurs, n'est pas finalement une forme de revival de l'anticolonialisme? Mais tout à fait. De l'esprit anticolonialiste. Vous avez raison, le wokisme est un revival global de toutes les vieilles idéologies de gauche qui, sous l'effet de l'influence nord-américaine, puisque c'est une idéologie nord-américaine. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est lié au tiers-mondisme et à l'anticolonialisme? Absolument, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, j'aurais presque envie de refaire un livre là-dessus. Pour le wokisme, et j'ai eu récemment, j'ai fait une conférence à New York, j'ai eu une discussion assez vive avec des jeunes gens là-dessus. L'histoire n'a pas eu lieu. Il ne s'est rien passé entre 1940 et aujourd'hui. Il n'y a pas eu l'épisode douloureux mais réel des indépendances qui fait qu'aujourd'hui, la France... Et des chocs de décolonisation, comme l'a dit Pierre Vermeuren. On n'arrive pas à penser l'indépendance des anciens pays colonisés. Néanmoins, est-ce que vous n'espérez pas, comme Éric Coquerel, que la libération de Boualem Sansal, d'abord aboutisse à celle de Christophe Glaise, se continue avec celle de Christophe Glaise, et que ça améliore les relations entre l'Algérie et la France? Mais ça veut dire quoi, améliorer? Ça veut dire que tous les jours, dans la presse algérienne, la France est insultée. Je rappelle qu'en décembre, on parlait de la France macronisto-sioniste, qui avait en quelque sorte agité Boualem Sansal pour inquiéter les dirigeants de ce pays. Non, il faut remettre les relations à plat. Il faut une nouvelle donne diplomatique avec tous les pays du Maghreb, mais avec l'Algérie, ça va être très dur. Nous ne pouvons pas accepter de nous laisser insulter jour et nuit par ce pouvoir qui, par ailleurs, envoie chez nous ses fils ou les membres de sa famille. On sait que les dirigeants algériens viennent se faire soigner en France et en Allemagne également. Et donc, il faut assainir cette relation. Macron n'a pas su le faire. Il aurait pu le faire. Il était jeune. Il n'a pas connu la guerre d'Algérie. Il ne l'a pas fait. Ce sera aux prochains dirigeants de le faire. Mais il faut parler à l'Algérie aussi le langage de la fermeté. On ne peut pas se laisser piétiner alors même que nous ne sommes plus en Algérie depuis 1962. Pascal Bruckner, est-ce que vous en voulez à l'Académie française de ne pas avoir distingué et plus soutenu Boualem Sansal?
Non, on ne peut pas tout demander à l'Académie française. L'Académie Goncourt l'a fait. L'Académie royale belge l'a fait. Oui, mais bon, écoutez, je ne suis pas dans... Alors, mon ami Finkielkraut et Jean-Christophe Ruffin et Dominique Bonnat avaient plaidé pour que l'Académie française admette Boualem Sansal en son sein. Ils n'ont pas été suivis. Je le regrette, mais c'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est que Boualem soit là et qu'il soit vivant, qu'il puisse encore nous donner quelques beaux livres. Justement, un livre de Boualem Sansal à lire, absolument. Oh, il y a 2084, Le village de l'Allemand. Je crois que c'est un des plus beaux livres. C'est un débat que vous aurez avec Xavier Dréancourt. Oui. Mais, et c'est aussi sa lettre au prix de Francfort en 2012, qu'il a fait une très belle lettre sur la liberté. Boualem Sansal ne réclame qu'une seule chose, c'est l'indépendance de l'Algérie. Et ça, là-dessus, je le soutiens complètement. Lire Boualem Sansal, d'ailleurs, ce sera un thème dans un numéro spécial de Bienvenue en Ile-de-France, demain, présenté par Victoire Sicora. On revient à l'actualité encore plus immédiate, Pascal Bruckner. On commémore en ce moment le 13 novembre. Irez-vous vous associer à ces commémorations, à l'inauguration par exemple du Jardin du Souvenir avec un spectacle de Thomas Joly? Oui, pourquoi pas. Je suis pas opposé aux commémorations. Ce qui est frappant dans cet anniversaire, c'est que les démocraties spontanément sont incapables de penser la violence. C'est-à-dire pour nous, il n'y a pas de violence, il n'y a que des malentendus. Il y a pas le mal n'existe pas. Or, ce que les djihadistes nous disent, ou ce que les régimes dictatoriaux nous expliquent, c'est qu'en fait, le mal existe et que le mal veut éteindre les sociétés plurielles, les sociétés pluralistes, les sociétés parlementaires. Nous représentons pour eux l'abomination des abominations. Et donc, je suis heureux d'avoir entendu sur différents médias et chaînes de radio d'anciennes victimes nous dire la justice restaurative, non merci, on n'en veut pas, il ne faut pas se moquer du monde. On va en parler dans un instant avec justement Marc Trévidic. Des voix se font entendre, notamment Arthur Denouveau qui dénonce les commémorations qui n'en pourront plus. Vous les comprenez ? Oui, bien sûr, on les comprend. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a un travail de mémoire qui doit être fait pour les jeunes générations. Vous savez, les New-Yorkais ont oublié le 11 septembre. Ce qui explique peut-être en partie le vote Mamdani. Il faut rappeler à ceux qui avaient moins de 10 ans au moment du 13 novembre 2015 ce qui s'est passé. Et les commémorations sont un moyen peut-être imparfait, peut-être impur, de rafraîchir la mémoire de nos enfants ou de nos petits-enfants. Donc ça n'est pas totalement inutile. Et donc, voilà, donc c'est... Mais enfin, ne soyons pas naïfs. Le mal existe et les fanatiques veulent nous tuer. Ils ne veulent pas discuter avec nous, ils veulent nous tuer. Souvenons-nous quand même de leur rafale de mitraillettes et de Kalachnikov dans la salle du Bataclan. Merci beaucoup. Et également sur les terrasses des cafés parisiens, à proximité desquels se trouve Timothée Delham. On va le retrouver tout de suite. Je signale parmi vos derniers livres, Je souffre, donc je suis, portrait de la victime en héros. Et c'est un livre absolument passionnant. Vous étiez venu d'ailleurs présenter ici. Merci beaucoup Pascal Bruckner et merci d'avoir commenté justement cette libération et ces commémorations. On va retrouver Timothée Delham, place de la République. Timothée, c'est là que les Parisiens et les Français sont invités à rendre hommage d'ailleurs aux victimes des attentats. Oui, tout à fait, Vincent, cette place de la République devenue symbole de ce lieu, de ce recueillement après ces attentats du 13 novembre 2015, il y a 10 ans maintenant, jour pour jour. Vous le voyez ici, les Parisiens et puis de nombreux touristes également, parce que ça ne parle pas que français sur cette place de la République aujourd'hui. Beaucoup sont venus déposer ici des gerbes de fleurs, des bougies, des dessins également, quelques dessins d'enfants et puis des mots. Certains ont déposé une lettre. Voilà, et puis ces quelques mots, nous ne vous oublierons pas évidemment à destination de ces victimes et puis des familles également, des proches des victimes de ces attentats du 13 novembre 2015. Ils sont nombreux à s'être rendus sur cette place de la République depuis plusieurs jours maintenant et aujourd'hui encore plus que d'habitude bien évidemment, avec un flux qui est continu. Ici une fouille évidemment très stricte mise en place par les forces de l'ordre, mais je peux vous assurer ici que ça arrive au compte-gouttes et ça ne désemplit pas depuis ce matin sur cette place de la République. On a vu beaucoup de personnes en pleurs, certains avec le visage embué, le regard embué, certains également qui se sont enlacés en souvenir, en hommage également
à ces victimes. C'est ici que sera ce soir rediffusée également la cérémonie d'hommage sur la place Saint-Gervais à côté de l'hôtel de ville avec un grand écran géant qui est disposé juste derrière la statue. Beaucoup d'émotions, beaucoup de recueil donc ici alors que le parcours mémoriel est également retransmis sur ce grand écran géant, parcours mémoriel qui a débuté tout à l'heure aux alentours de 11h30 au Stade de France en présence notamment du chef de l'État Emmanuel Macron avec un parcours qui se poursuit maintenant. Il est passé il y a quelques instants au niveau du Petit Cambodge et du Carillon. Ces bars, ils sont 6 lieux au total à avoir été touchés par ces attentats il y a 10 ans. Parcours qui doit se terminer aux alentours de 14h30 au niveau du Bataclan à quelques centaines de mètres d'ici. Merci beaucoup Timothée et on vous retrouve également dans Bienvenue en Ile-de-France avec les témoignages de ces Parisiens et de ces Français qui viennent rendre hommage à ces victimes du 13 novembre 2015. Bonjour Marc Trévidic. Bonjour. Ce soir du 13 novembre, on est quasiment 1 mois et demi après votre départ de votre poste de juge antiterroriste. Qu'avez-vous ressenti en apprenant la nouvelle? On l'apprend aux alentours de 21h ce soir-là. Que ce qui devait arriver est arrivé, en fait, puisque on le sentait venir très clairement. Toute l'année 2015 a été assez épouvantable, avec pas mal de chance de notre côté. Et là, le 13 novembre, c'est pas mal de chance du côté d'Abaoud. Donc c'est ça qui a fait la différence, à mon avis. Et puis aussi, l'impuissance, puisque j'étais plus l'antiterroriste, c'est très très dur de ne pas pouvoir participer à l'enquête, essayer de mettre un peu mes connaissances, mon savoir aussi. Enfin, voilà, donc c'était très compliqué d'être à côté. Je pense pas dans l'action face à quelque chose de cette ampleur. Est-ce que dans ces cas-là, on donne quelques clés à son successeur Est-ce qu'on dit peut-être à François Molins, voilà, moi j'ai travaillé sur ça, je connais ça ou pas? Non, pas besoin, parce que François Molins était déjà arrivé depuis suffisamment longtemps, avait suivi toute cette évolution, toute cette menace de l'État islamique, tous les attentats ratés ou les projets d'attentats des années 2014-2015. Donc, surtout qu'on est 9 mois après l'attentat de Charlie Hebdo, 10 mois après l'attentat de Charlie Hebdo. Oui, mais il y a eu aussi le Thalys, souvenez-vous. Vous savez, quand je dis que parfois on a eu de la chance, mais le Thalys, s'ils avaient fait l'opération à 2 ou 3... Le Thalys, c'est au mois d'août, qui est précédent. Donc là, vous êtes encore en poste. Tout à fait, et c'est à cette époque-là aussi où on a réussi à identifier, à arrêter une personne qui avait été envoyée par Abaoud pour faire un concert de rock, que j'ai eu devant moi le 15 août. Donc on était vraiment dans tout ça. Il y a eu aussi l'histoire de Glenn qui s'était tiré dans le pied. Enfin voilà, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu dès janvier 2015, en fait, toute la traque d'Abaoud qui a commencé. On l'a raté en Grèce, etc. Il y a eu plein de phénomènes comme ça. Mais ce qui est inquiétant, c'est de voir que ça allait en flot continu les retours et les projets d'attentats derrière. Donc, qu'on était débordé. Et à partir de là, vous savez, quand on est débordé, qu'on voit qu'on ne maîtrise plus une situation et que l'ennemi est puissant, c'est difficile de ne pas en conclure qu'on va être frappé. Je vous ai promis des questions qui fâchent. Oui. Au moment où vous quittez votre poste, il y a une crise qui éclate, qui n'est pas une crise terroriste, mais qui est la crise migratoire. Oui. La Serbie, la Grèce, la Hongrie sont littéralement submergés par des arrivages massifs de migrants. Il y a une émotion mondiale parce qu'il y a l'affaire du petit Elan. Et à ce moment-là, Angela Merkel dit « Wir schaffen das », nous pouvons nous permettre d'accueillir tous ces flots migratoires, tous ces migrants. David Cameron, qui avait tenu le langage de la fermeté, finalement se recule. Est-ce que finalement, dans cette faiblesse qu'il y a eu, en tous les cas, de ce recul des États, est-ce qu'on n'a pas accéléré le processus qui va aboutir au 13 novembre? Alors c'est vrai que beaucoup de terroristes en ont profité, y compris à Abaoud, de ce flux de migrants. Donc ça c'est clair, on le sait maintenant. Ça a facilité la venue. Mais il ne faut pas rêver, nos frontières n'étaient absolument pas étanches déjà, puisqu'on a vu même par la route pas mal de Belges ou de Français partir de France ou de Belgique, aller par la route, revenir par la route, donc il n'y avait même pas besoin d'avion. Dont Salah Abdeslam. Voilà, et donc pas forcément dans des groupes de migrants, si vous voulez. Donc on n'était de toute façon pas étanches. Donc je comprends. Il y a un problème de frontières. Voilà, et puis il y avait tellement de volontaires pour venir frapper la France et la Belgique que même s'il y en a qui se font arrêter, comme on en a arrêté un qui était justement avec le gars que j'ai eu le 15 août, qui était parti avec un autre qui a été arrêté en Espagne. On en a
s'arrêtaient, qui revenaient commandités par Abaoud pour préparer la campagne d'attentat. C'est très intéressant d'avoir justement votre récit dans votre regard et votre témoignage, parce qu'il y a une autre rumeur qui circule quelques jours avant les attentats du 13 novembre, en tous les cas qui vient 2 jours avant, où les spécialistes des questions de sécurité échangent entre eux et disent là, il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se préparer, et ce qui est très angoissant, c'est qu'on ne sait pas où, et on ne sait pas comment, mais ça va venir très vite. Et effectivement, le 13 novembre, des gens du GIGN, par exemple, disent on se prépare à un scénario type attentat de Bombay, et c'est à peu près ce qu'on a connu le 13 novembre. Oui, alors c'est vrai qu'on avait bien compris qu'Abaoud ne voulait plus aller dans les attentats, je dirais à la bombe traditionnelle, et les entraînements qui avaient été suivis dans le groupe d'Abaoud, c'était beaucoup plus je lance une grenade, je fais de la kalash. Vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de plus terriblement efficace en fait, parce qu'il n'y a pas de problème de faire un engin explosif avec le minuteur et patata. Donc quelque chose de très simple qui est en fait très redoutable, ce genre de manœuvre. D'autant que les armes circulent très facilement, donc on en trouve un peu partout. Et on s'est trouvé dans cette situation-là, finalement, énormément de volontaires pour venir, peu importe le nombre qui est arrêté, finalement, puisque ça part à flot continu pour faire l'opération. Très compliqué dans ces conditions, étant donné qu'à l'époque, on n'était pas au niveau. C'est après qu'on a haussé les moyens. Alors précisément, est-ce que c'était la question effectivement je me posais, est-ce que la justice était armée pour faire face à cette situation à l'époque ? Ah bah non, non mais clairement que non, ni la justice ni la DGSI, dans le sens où on était dans un format qui correspondait à une menace un peu classique et pas un ennemi super puissant. Les effectifs permettaient de surveiller 150 personnes, 200 personnes, retour, mais pas 2000 si vous voulez. Donc à partir de là, et vous pouvez pas mettre à niveau en claquant des doigts. Ça se fait pas comme ça. Il faut du temps pour former des... On a un peu l'impression quand on voit le film 13 novembre, mais en fait non. Mais non, pas du tout. Il faut d'abord la DGSI, un service de renseignement, des gens qui s'y connaissent en islam radical, qui vont apprendre les techniques du renseignement. Ça se fait pas comme ça. Il faut les former, les recruter, les former. Les magistrats, on en a recruté plein, mais c'est vrai que c'est pas mal aussi d'avoir une certaine expérience aussi de ces dossiers-là, et que si massivement vous recrutez, l'expérience n'est pas tout de suite là. Mais c'est ça qui est assez frappant, c'est qu'on recevait il y a quelques jours justement un de vos prédécesseurs, illustre prédécesseur, le juge Jean-François Ricard, qui a écrit un livre très intéressant sur la question avec Gilles Kepel et qu'on recommande. On se dit quand même qu'il y a quand même une expérience en France dans la lutte antiterroriste. Et à chaque fois que ça survient, finalement, on se dit... Il y a eu cette volonté, d'abord de la loi des 10 ans, de devoir partir au bout de 10 ans. Donc c'est quand même pas rien, puisque... Il faut repréciser ce dont... à un moment donné, il a été décidé que les magistrats antiterroristes, les juges d'instruction antiterroristes, ne pourraient pas rester plus de 10 ans d'affilée en fonction. Et ça, on sent quand on vous lit que vous avez bien regretté à ce moment-là. C'est-à-dire que ça peut paraître un peu curieux qu'on se spécialise à fond, et qu'à un moment donné, on est vraiment, à mon avis, au maximum de sa compétence, on vous demande de partir. Enfin, maintenant, chacun peut se faire une opinion. On peut aussi penser qu'il n'y a personne, il y a un déboulonnable à sa place, que ça peut être gênant aussi. Mais enfin, c'est une matière quand même très, très particulière. Est-ce que, depuis les évolutions législatives qu'on a connues à cette époque, au lendemain d'ailleurs du discours de François Hollande au Congrès, dans le lundi qui suit ces attentats, est-ce que la législation est de nouveau... en tout cas, est-ce que la justice est mieux armée aujourd'hui ? C'est compliqué parce qu'on a multiplié les lois, on a mis aussi dans le code de procédure pénale des mesures administratives, on a mélangé un peu tout ça, alors que les mesures administratives, comme l'état d'urgence, en fait, a vraiment une efficacité coup de poing à un moment donné. Mais finalement, la perd si ça devient la généralité. C'est un peu comme si l'ennemi s'acclimatait de ces règles pérennes. Donc c'est assez compliqué. Comme ma réponse, c'est peut-être pas très claire. Non, mais peut-être pour vous aider à la clarifier, je vais vous citer 2 anecdotes qui m'ont frappé, 2 affaires récentes qui ont frappé et qui font qu'on se pose la question. On a 2 faits d'actualité. Ce week-end, on apprend que 3 jeunes filles sont mises en examen le 10 octobre pour
je cite, participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes. Bon, en clair, elle parle d'attentats, d'attaques par rapport face à des bars. On est avant le 13, à quelques jours avant les commémorations du 13 novembre. Donc, on se dit, effectivement, c'est impressionnant. Bon, quand on regarde, en tous les cas, d'après les informations qui nous parviennent, bien évidemment, c'est des informations au grand public. Donc, elles sont passées au filtre des informations du secret judiciaire et du secret des enquêtes et du secret des services de renseignement. Mais on apprend qu'il y a une handicapée moteur et une mineure qui semble aussi paumée que les mineurs que vous avez rencontrés dans votre carrière de juge aux affaires familiales. Et je recommande d'ailleurs à ce sujet votre livre, c'est pas piqué des hannetons. Le parquet national antiterroriste claironne, encore un attentat déjoué. De l'autre, on a le parquet qui refuse à ce stade de s'autosaisir après l'attaque, elle, bien réelle, bien commise, de Saint-Pierre-d'Oléron. On précise que l'assaillant a été entendu crier « Allah Akbar » et qu'il a utilisé un mode opératoire que vous avez sûrement vu, qui est l'attaque à la voiture, comme à l'attentat de Nice, comme à Berlin. Bon, c'est une voiture, c'est pas un camion, mais c'était ce qu'avait dit Al-Adnani, le porte-parole de Daesh, quelques temps avant l'attentat de 2015, en disant vous prenez tout ce que vous avez sur la main, en gros, des cailloux, des couteaux ou des voitures, et vous attaquez les infidèles. Disons que le texte est quand même plus restrictif pour se saisir quand il s'agit d'une entreprise individuelle que quand elle est collective. Parce que quand elle est collective, vous pouvez avoir l'association de malfaiteurs. Pour s'associer, il faut être au moins 2. Ce qui fait que quand vous êtes 3 jeunes filles, même s'il y a une mineure, même s'il y a une handicapée, vous avez déjà les conditions de l'association de malfaiteurs terroristes. Tandis que quand on est seul, les conditions de l'entreprise individuelle terroriste sont plus restrictives. On avait étendu ça en 2014 avec différents critères qui permettent de dire que c'est en lien avec une entreprise terroriste. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais autrement dit, Marc Trévélix, ce que vous êtes en train de me dire, le djihadisme est... même si le djihadisme est plus grave et plus meurtrier, mais s'il est commis par un seul, ça sera plus difficile de lui mettre le sceau d'une enquête antiterroriste, plutôt que, même si c'est quelque chose de très lointain, apparemment un peu fumeux, on ne sait pas encore, mais avec 3 personnes. On ne peut pas comparer une action qui n'a pas eu lieu, où on va se servir d'une mesure préventive, qui est l'association de malfaiteurs terroristes. Ça va permettre d'arrêter le groupe avant. Donc on est obligé de prendre cet outil pour pouvoir les arrêter avant. Et la position d'un parquet, une fois que l'action a été commise, de voir si ça vaut le coup finalement de le prendre en terrorisme, parce que ça revient à ça. Il faut comprendre qu'au début, le terrorisme, c'était une notion de procédure, en 86, pour que Paris prenne tout. Prennent des parquets locaux. Aujourd'hui, ce qui se passe avec ce terrorisme individuel, c'est qu'en fait, on se rend compte que le parquet local peut très bien gérer en droit commun. Donc, c'est un peu ça. Et ce que vous êtes en train de me dire aussi, c'est que cette législation antiterroriste, son intérêt, c'est qu'elle est préventive. Ah bah bien entendu. C'est pour ça qu'on a des outils comme l'association de malfaiteurs terroristes. C'est surtout pour interpeller les gens avant un attentat. Faut-il se battre pour rapatrier les Français partis se battre en Syrie ? Faut-il se battre? Mon opinion était très claire. Au début, la plupart des enfants nés là-bas étaient jeunes pour ce qui est des enfants. Et donc, il fallait les rapatrier le plus vite possible, plutôt les laisser des années se radicaliser encore. Et maintenant, ça pose un vrai problème. Vous voyez. Après, il faut voir la sécurité sur place pour ce qui est des adultes. Est-ce qu'il y a des risques d'évasion? Il y a eu des grosses opérations d'évasion. On a eu Peter Sheriff qui s'est évadé parce qu'il était... Où est-ce qu'il faut le garder, nous, pour qu'il soit... Ouais, donc, c'est pas clair non plus. Là. Est-ce qu'il y a un risque en les laissant sur place qu'ils puissent s'évader? Faut-il encourager les victimes à accepter la demande de rencontre formulée par Salah Abdeslam et de justice restaurative? Je pense que c'est à elles de choisir, mais j'aurais tendance à leur dire méfiance, parce que j'ai l'impression que le seul qui peut y trouver quelque chose, c'est Salah Abdeslam, et pas elle. Justice restaurative, il faut aussi que ça aide les victimes. C'est pas simplement que éventuellement ça puisse donner, entre guillemets, un terrain à la personne condamnée pour exposer ses idées. De votre expérience d'enquêteur, justement, est-ce que vous y voyez un piège par Abdeslam? Je pense qu'il est profondément radicalisé. Donc, à partir de là, je ne vois pas ce que ça pourrait apporter, à part qu'il essaye de les convaincre que ce qu'il a fait, même si ça a été dur pour eux, il avait quand même des raisons de le faire. Vous avez été surpris par le fait qu'il ait pu se procurer une clé USB? Oui, là, pour le coup, c'était
sans doute le détenu le plus surveillé de France. Donc là, c'est un peu exagéré, hein. D'autre part, je précise qu'aussi, on peut vivre sans ordinateur. Moi, j'ai une partie de ma vie, cet ordinateur n'existait pas. Je lisais dans les livres, vous voyez. Donc, bon. Merci beaucoup, Marc Trévidic, d'être venu témoigner en plateau, justement, sur ce combat mené par les juges antiterroristes dont vous avez été. Je recommande Justice présumée coupable. C'est votre dernier, le roman du terrorisme. Ça, c'est votre livre, justement, sur le terrorisme. Et Justice présumée coupable, je vous assure, vous passerez un très bon moment en lisant ce livre. Et toutes les questions qu'on peut se poser sur la question, toutes les polémiques qu'il peut y avoir, eh bien Marc Trévidic y répond. On n'est pas forcément d'accord, mais on passe un très très bon moment. C'est chez Albin Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit.